bonsoir à tout le monde. Merci à celles et ceux qui sont déjà présents dans les locaux de Théodo, donc qui nous accueillent durant tout le premier semestre de 2023. Et bienvenue aussi à ceux et celles qui nous suivent en ligne. Donc, comme toujours, ce meet-up programmé sera disponible en replay dans quelques jours. Le thème d'aujourd'hui, c'est une grande surprise, hein. Donc c'est une technologie dont vous n'avez absolument pas entendu parler, donc c'est de ChatGPT. On va parler un petit peu de GPT, un petit peu de ChatGPT, mais surtout de GPT. En fait, et essayer de comprendre un petit peu de quoi on parle. Donc ce soir, on va avoir deux intervenants. On va avoir Maxime, qui est le CTO de Théodo, donc, qui nous accueille, et on aura Émeric Wenbach, qui va nous parler un petit peu de comment on peut implémenter et utiliser les technologies OpenAI depuis les services Azure. Voilà, parce que depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, on dispose des API d'OpenAI et dont les modèles GPT directement sur le cloud de Microsoft Azure. Alors déjà, un grand merci à Théodo qui nous accueille une nouvelle fois. Voilà. Et on a encore deux meet-up dans les locaux de la société. Très beau locaux. Donc, merci encore à Agathe de nous accueillir. Donc évidemment, meet-up du magazine programmé, mais ça vous le savez aussi bien que moi, parce que ça fait maintenant, c'est le 34e meet-up du magazine. Et merci aussi à tous nos partenaires annuels donc, qui soutiennent le magazine, Salesforce, Progress Software et Osaxis, qui est une ESN aussi. Et accessoirement, nous fêtons ce mois-ci les 25 ans du magazine. Et oui, parce que programmé à 25 ans, le premier numéro est sorti fin avril 1998. Voilà. Donc ça ne me rajoute pas non plus, parce que moi-même, je suis le rédacteur en chef depuis 22 ans. Et ce qui ne me rajeunit pas non plus. Et ça, c'est accessoire. Alors, le programme de ce soir, programme très chargé. Donc, on aura Maxime, CTO de Théodo, donc, qui va nous parler un petit peu de ChatGPT, de GPT et de son usage. Ouais. Et ensuite, on aura la session 2, conversation avec mon avatar. Donc, si Émeric arrive, parce qu'il n'est pas encore là, donc c'est le grand suspense en fait de ce soir. Est-ce qu'on va avoir droit à notre deuxième session? Donc ça, c'est la grande surprise. Réponse dans quelques minutes. Donc le magazine, donc à droite, donc vous avez le 100% Cloud qui est disponible en kiosque depuis maintenant un mois, et le prochain numéro, le 257, qui sort vendredi. Donc on sera fin avril en fait. Hein. Donc incroyable mais vrai, hein, vous avez un sujet ChatGPT, et oui, incroyable. L'IA qui murmure à l'oreille des devs. Voilà, donc c'est en référence à un film que vous avez peut-être vu, et un très gros dossier autour de l'éco-conception et du Green IT, fait notamment en partenariat avec les équipes techniques de Zenic. Voilà, donc programmé, donc on existe depuis 25 ans, on a publié plus de 23 000 pages depuis qu'on existe, et si vous voulez écrire dans le magazine, il suffit de m'envoyer un petit mail, ftonic@programmer.com. Pour les amateurs de vieilles machines Technosaur, le prochain numéro sort dans 2 semaines. Je suis en train de terminer le prochain numéro, et on va parler notamment de l'histoire, la petite histoire de la Game Boy. Voilà comment la Game Boy est née et d'autres joies des anciennes machines, et le volume 4 de l'histoire de la microinformatique, donc le volume 4 qui sort aussi dans une dizaine de jours. Et je vois notre dernier intervenant, incroyable mais vrai, il est là. Voilà, je me moque. Donc le volume 4 de notre histoire de la microinformatique qui sort dans une dizaine de jours, 150 pages sur l'histoire de la microinformatique française. Voilà. Donc il sera disponible sur Amazon, technosaur.fr et sur programmer.com. Nos prochains événements, 16 mai, donc ici même, je vais parler, parce que pour une fois, c'est moi qui fera le meet-up. On va parler de l'interface graphique, de sa naissance aux évolutions actuelles. Donc, on va parler de la création des premières souris, donc on est fin des années 60. On va parler de la création de l'interface graphique au Xerox PARC en 73, et comment et pourquoi l'interface graphique s'est imposée, en fait, dans les années 80 à tout le monde, et comment on va parler de skeuomorphisme,
et comment en fait, la souris s'est vraiment imposée comme outil majeur. Et évidemment, on va parler du tactile à partir de 2007. Et on va essayer de comprendre un petit peu toute l'émergence autour de ça et les évolutions autour de l'interface graphique. Et le 27 mai, le dernier meet-up de la saison, ce sera sur Kubernetes et Java. Et ce sera un expert d'OVH Cloud qui va nous en parler. Et c'est un expert des équipes infrastructure de l'hébergeur. DEFCON, donc 2 dates à retenir. Après-demain, le 27 avril, conférence Green IT et Conception, non pas à Paris, mais à Lyon. Et oui, parce qu'on s'exporte aussi en province maintenant. Donc, on croise les doigts. Et on sera sur le campus de l'ESGI, à côté de Lyon-Pardieu. Et le 15 juin, on revient à Paris. On sera sur le campus de l'Effray Paris. Conférence 100% sécurité, Secure by Design, d'ExcelOps, OWASP. Comme d'habitude, c'est un jeudi. On démarre l'accueil à 13h30, début des sessions à 14h. On finit les sessions à 19h30 et ensuite la pizza party habituelle à partir de 19h30. Et si tout va bien, dehors, si le temps est avec nous. Et enfin, je termine par une annonce, c'est le Serverless Day qui aura lieu le 7 juin. Donc, c'est le Serverless Day à Paris. Donc 7 juin à la Bellevilloise, donc à Paris. C'est dans le sud de Paris, sud-est, dans le 20e arrondissement, voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous retrouverez toutes les infos sur le site officiel du Serverless Day Paris 2023 et sur programmer.com dans quelques jours, bien évidemment. Et je vais laisser ma place à Max. Voilà. Pour parler un petit peu de ChatGPT, une technologie évidemment qu'on connaît absolument pas. Voilà. Hop, et je te laisse la place. Merci. Donc si vous avez raté effectivement des éléments, bien évidemment, tout sera disponible en replay dans quelques jours. À 15 minutes, ça te va? Ouais. Ouais. Je vais me dépêcher. On se part la fin, c'est parfait. Hop. Donc rapidement, je vais vous faire une version courte d'un talk un peu plus long que j'ai raccourci sur comment j'ai utilisé OpenAI et le framework LangChain pour créer un chatbot qui peut répondre à des questions sur des datas privées. Rapidement, qui je suis, donc on l'a dit, je suis CTO de Théodo. Théodo, on fait des applications web sur mesure et on commence à utiliser OpenAI pour intégrer dans nos applications web de nos clients un peu d'intelligence artificielle comme le use case que je vais vous montrer. Rapidement, le sommaire, on va très rapidement passer sur comment GPT ça fonctionne. Je vais vous parler du framework LangChain. Et ensuite, je vous montrerai l'exemple que j'ai fait avec le chatbot. Alors, comment ça fonctionne? On a 15 minutes, donc je vais aller vraiment droit au but. GPT, c'est un énorme réseau de neurones qui a la particularité que j'ai trouvé très marrant de s'entraîner sur l'intégralité du web. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a des snapshots du web entier qui s'appellent Common Crawl et qui sont notamment utilisés pour... d'affichage sur cet écran-là. Ah, je pense que c'est toi, il faut que tu... Ouais, mais je me suis déconnecté, moi. Tu es déconnecté, ben... que tu déconnectes du... Ah bah là, je me suis coupé du Wi-Fi. En fait, il faut que tu déconnectes du... Ah, d'accord. Il y aura les deux en même temps. Et donc, tout ça, ça fait un énorme réseau de neurones, et c'est ce réseau de neurones qu'on utilise avec les GPT, les différents modèles de GPT. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle les embeddings. Un embedding, c'est quoi? Alors, c'est quelque chose de vrai, je vais vous montrer que ça sert à faire plein de choses, mais conceptuellement, c'est un bout de texte plus ou moins long, ça peut être un mot, une phrase ou un texte plus ou moins long. On va transformer en une représentation mathématique dans un espace
vectoriel de centaines de dimensions. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va passer d'un texte à cette représentation mathématique qui va contenir le sens de ce texte. Pour vous donner un peu une idée de comment ça marche, je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu qui s'appelle Concept. Je ne sais pas si ça vous dit, mais le jeu Concept, en fait, l'idée, c'est d'essayer de faire deviner des mots en mettant des petits jetons sur différents concepts. Par exemple, pour faire deviner la pluie, on peut mettre le concept eau et le concept nuage, et on se rapproche du concept de la pluie. Et ben, de la même manière, donc là, on pourrait représenter la pluie en deux dimensions. Une dimension, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup d'eau et il y a beaucoup de nuages, et ça donne la pluie. Et de même manière, donc si on a 1500 dimensions, on peut comme ça mettre des idées beaucoup plus complexes en mettant des subtilités sur toutes ces dimensions. Un exemple concret, la phrase le chat chasse la souris est proche de le chaton chasse les rongeurs. Conceptuellement, c'est proche, c'est pas exactement la même chose. Donc du coup, dans cet espace mathématique, ça va pas être les mêmes vecteurs, mais ils vont être très proches. Par contre, la phrase j'aime les sandwichs au jambon, c'est complètement différent, donc ça va être mathématiquement, ça va être loin. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a ces concepts, cette représentation mathématique, on va pouvoir faire des opérations et manipuler ces textes d'une autre manière. Par exemple, le concept princesse, ça peut être, c'est à peu près le concept prince, plus le concept reine, moins le concept roi. Si on prend géométriquement, on peut faire des calculs géométriques et on arrive à retrouver ce genre de concept. Mais surtout, ça va nous aider à faire de la recherche. On va rechercher les concepts les plus proches dans cet univers. Si on revient là, si on a un embedding qui représente le chat chasse la souris, en fait, on va pouvoir trouver tous les concepts qui sont proches dans cet espace. Et c'est comme ça que fonctionnent les recherches par IA. C'est qu'on va chercher dans cette représentation mathématique d'un texte qu'est-ce qui est proche dans l'univers des mathématiques. Ensuite, je vous parlais de LangChain. Pourquoi utiliser ce framework? Donc c'est le framework que j'ai utilisé pour construire mon chatbot. Donc c'est un framework qui a le vent super en poupe, qui date du début de l'année. Il a environ 30 000 stars. Il est en deux versions, la version Python qui est la version de base qui a beaucoup plus de features, et la version TypeScript qui rattrape petit à petit la version Python. Alors pourquoi utiliser LangChain? Il va y avoir plein de large language models. Donc on connaît ceux de OpenIA, donc les API quand vous utilisez ChatGPT, vous allez utiliser les API de OpenAI. Et en fait, tous les GAFA vont sortir leur OpenAI. Microsoft, ils ont décidé d'acheter OpenAI, c'est beaucoup plus facile. Et les autres, ils développent la leur. Le dernier en date, c'est AWS qui a annoncé qu'ils allaient sortir avec Bedrock leur solution complète pour contrer OpenAI. Et donc, vous allez avoir tout un écosystème avec plein de solutions possibles. Et ce qui est bien avec LangChain, c'est qu'il va vous permettre d'abstraire la manipulation. Vous n'allez pas avoir besoin de connaître tous les SDK pour parler à tous ces modèles, mais il va vous abstraire tout ça. Et si un jour vous les changez, c'est assez facile. Deuxième idée, c'est que quand on veut parler à ces IA, on utilise ce qu'on appelle des prompts. Donc, c'est les phrases que vous envoyez à ChatGPT. Et si vous allez jouer avec, vous remarquez que si vous faites une phrase plus précise, vous allez avoir tendance à avoir des résultats qui vous conviennent mieux. Si vous êtes assez vague, il ne va pas forcément comprendre ce que vous voulez, il ne va pas avoir tenir le bon résultat. Et il y a un nouveau métier qui s'appelle le prompt engineer, qui consiste à comprendre exactement comment faire la bonne phrase pour que ChatGPT comprenne ce que vous voulez. Et donc ça, c'est compliqué.
Et donc il y a des chercheurs qui bossent sur quel est le bon prompt, donc c'est vraiment, vraiment compliqué. Et ce que fait LangChain, c'est qu'il vous met les prompts, les meilleurs prompts de la communauté par défaut dans le langage. Comme ça, vous n'avez pas besoin de passer 10 heures à essayer de comprendre quelle est la meilleure façon de poser les questions. Il les a déjà stockés dans le code pour vous. Donc vous pouvez les utiliser facilement. Et quand il y a des nouveautés, il met à jour. Le troisième problème, c'est que pour créer un chatbot ou pour utiliser ces IA, il y a besoin de plein de data. Cette data, ils sont potentiellement un peu partout dans votre récit. Ça peut être des PDF, des fichiers, des API. Nous, on a utilisé Notion, des Google Drive. Bon, bref, il y a plein de sources de données. Et en fait, ce qui est cool avec LangChain, c'est qu'il va avoir plein de fonctions utilitaires pour vous aider à chercher la data un peu partout. Donc, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et enfin, le concept LangChain amène le concept de chain qui permet de faire un enchaînement d'opérations assez complexes pour arriver à un résultat voulu. Par exemple, une des chaînes de LangChain vous permet d'envoyer, de créer en 2 lignes de code que je vous partage là, un programme qui va vous permettre de poser des questions en français à une base de données. Donc vous pouvez demander par exemple combien j'ai d'utilisateurs sur mon site. Et LangChain, en fait, ce qu'il va faire, donc il y a plusieurs étapes, il va abstraire plein d'étapes pour, à la fin, demander à ChatGPT pour d'abord demander à ChatGPT quelle est la bonne requête SQL à exécuter sur votre serveur. Il va l'exécuter et ensuite il va renvoyer la réponse à l'utilisateur. J'ai que 15 minutes, donc je speed un peu, mais si ça vous intéresse, je vous en parle après. Voilà. Et donc maintenant, comment on construit notre chatbot avec les embeddings et LangChain. La première étape, c'est de récupérer les documents qui vont nourrir votre chatbot, les documents que vous allez pouvoir utiliser pour créer votre bot. Et je vous donne un exemple un peu plus loin. J'ai créé un bot sur mon blog où quand on pose des questions, c'est mon assistant personnel qui répond avec des données privées. Donc par exemple, j'ai donné mon adresse mail dans un fichier texte et je l'ai uploadé comme ça. Donc comment ça se passe? C'est qu'on exporte la data quelque part. LangChain les découpe en petits bouts parce qu'on ne peut pas envoyer des énormes textes à OpenAI, il y a une limite. Et ensuite, on crée ce concept d'embedding dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une représentation mathématique d'un texte. Et on sauvegarde ça dans ce qu'on appelle un vector store. Donc là, c'est un exemple donc un exemple, si vous avez en utilisant Notion, donc c'est quelques lignes de code où on spécifie le dossier où on a exporté ces pages Notion. On utilise le Notion Loader et on va créer le vector store en une ligne en faisant avec la ligne from document en spécifiant qu'on utilise OpenAI. Et la magie de LangChain opère et vous allez créer toute votre base de données de vecteurs que vous allez pouvoir utiliser après. Une fois que vous avez cette base de données de vecteurs, c'est très très simple de faire une recherche dessus. Donc ça c'est un exemple de comment faire une recherche sur cette base de vecteurs. Donc vous chargez d'abord la base de vecteurs et ensuite vous lui faites une recherche par similitude avec la phrase que vous voulez. Donc par exemple, notre métier c'est de livrer des projets à l'heure. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle des macro-plans. Et donc du coup, je peux lui poser une question. C'est quoi les étapes pour construire un macro-plan? Et là, il va me retrouver dans les 300 pages de notre base de données Notion, un exemple où OpenAI va m'expliquer comment faire ce macro-plan.
Voilà, et donc ça c'est le flux complet. Donc comment ça se passe? C'est que vous prenez une question de votre utilisateur, vous allez la transformer en embeddings, donc en vecteur avec la représentation mathématique. Et une fois que vous avez votre vecteur, vous allez dire OK, par exemple, si je reviens là, parce que j'aime beaucoup cette image, si par exemple la question c'est est-ce que tu aimes les sandwichs, est-ce que tu aimes les sandwichs, ben, en fait on va comprendre qu'il faut que ça parle de sandwich et qu'il faut sans doute que l'information présente est dans les textes qui parlent de sandwich. Et une fois qu'on a récupéré ces textes, on les envoie à OpenAI. On dit voici la question de votre utilisateur, voici les paragraphes qui parlent du sujet de la question. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Et donc, et après, OpenAI va faire sa moulinette et va sortir la réponse. Et donc là, par exemple, encore le même exemple sur le même exemple. Donc toutes ces étapes que j'ai montrées, ça se tient en 4 lignes avec LangChain. Et donc là, pareil, je pose la question, à qui à Théodo je dois parler pour connaître les macroplans? Et donc là, il me répond, tu dois parler à Alice parce que c'est elle qui a écrit et qui est honneur du Centaure sur les macroplans. Et donc la phrase qu'on lit là, c'est pas, elle est écrite nulle part dans les docs, c'est ChatGPT qui l'a écrit en comprenant toutes les informations que je lui ai envoyées. Il ne doit pas rester beaucoup de temps. Du coup, et l'autre truc cool de LangChain, c'est qu'il y a plein de connecteurs, notamment il y a Zapier, donc vous pouvez utiliser, en gros vous pouvez faire des apps qui vont aller chercher en fait un peu n'importe quel SaaS, parce que Zapier ça déconnecte, je ne sais pas combien de milliers de connecteurs, et faire des traitements d'informations comme ça en chaîne. Tout ça. Zapier, c'est un SaaS qui permet de connecter d'autres SaaS entre eux. Par exemple, ça permet de faire, quand je reçois un mail Gmail, je ne sais pas qui sont ces gens. Quand je reçois un mail Gmail, je rajoute un élément dans une grosse spreadsheet, par exemple. Donc c'est vrai que ça appelle des... Hop, désolé. Et voilà, donc en connectant ça, on peut faire plein de trucs différents. Il y a une démo que vous pouvez retrouver sur mon blog en cours de construction, si vous voulez, sur maximei.versel.app. Il y a un seul article, donc vous n'allez pas être perdu. Et si vous allez tout en bas, vous pouvez me poser des questions à mon assistant perso. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'informations, mais vous pouvez lui demander mon mail et il va vous répondre. Il va vous répondre ça. Voilà, si vous voyez. Comment je peux contacter Maxime? Bon, là, il me répond en anglais, il faut encore que je lui dise de répondre dans la bonne langue. Mais voilà. Donc, c'est un exemple de use case qu'on peut faire avec ce que je viens de vous présenter. Voilà. Donc, les grands concepts à retenir, c'est le concept d'embedding. Je l'ai expliqué rapidement, mais on peut en reparler. C'est prendre un texte et le transformer dans un objet mathématique qui a tout le concept du texte et qui permet de faire des recherches de concepts similaires. Et après, LangChain, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet hyper rapidement de faire des applications assez complexes, comme celui-là. Genre poser une question en français et récupérer une information en autre français sur de la data privée, c'est plutôt compliqué il y a quelques mois, et aujourd'hui, c'est assez simple. Et si vous êtes curieux de comment utiliser LangChain, ce que je vous conseille, c'est de le télécharger, de vous créer une clé d'API sur OpenIA
et juste de faire un call hyper simple à OpenIA, donc en 2 lignes de code, et après vous allez pouvoir vous en sortir pour faire des programmes un peu plus compliqués par la suite. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, et je suis dispo après si vous avez des questions. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions à Maxime. Là, le temps que Émeric s'installe. Ah oui, voilà, il faut d'abord que tu te connectes. Au Google, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est Google Meet. D'accord, ça se trouve, il y en a d'autres qui ont. Et tu m'es présenté. Donc, ce qui est vraiment intéressant, hein, c'est que vous pouvez construire vos propres j'ai des démos et Ok, bah, l'écran ils ont complet, vraiment les services et les API clique dessus. OpenAI. Ouais. Et c'est ce qui va encore montrer Émeric dans quelques minutes. Et là, il va montrer un petit peu les démos. Et là, on va aller encore plus loin en fait dans la possibilité d'intégrer, de coder tout ça. Et ça fait pas au niveau sonore. Voilà. Et du coup, c'est bon, j'ai même pas besoin de brancher un écran, c'est parfait. Non, après tu te mets en mode de... Ok. Voilà, donc Émeric est développeur expert Azure.net. MVP aussi encore MVP toujours, Toujours, toujours incroyable. depuis quelques années. Donc MVP, hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas les terminologies MS, mais on retrouve ça aussi chez d'autres éditeurs. Chez Google, chez En fait, ce sont des développeurs ou des experts techniques qui sont mis en avant parmi toutes les communautés, et ce sont grosso modo les porte-paroles indépendantes de Microsoft et les représentants en fait de technologie. Bah, toi, c'est plus côté Azure, Ouais, c'est plutôt mais côté on en a Azure. sur Office, on en a sur tout un tas de technologies Microsoft. Ouais. Contrairement aux réponses, effectivement, je ne travaille pas pour Microsoft. Non, voilà. Voilà. Je suis indépendant, Ouais, je ne tout à suis fait. Voilà. pas financé. Et tu es toujours freelance. Et je suis toujours freelance, voilà. Voilà, C'est pour ça que je le dis. Ça, c'est important. C'est important. Préciser. Et bah, je te laisse la parole pour 35 à 40 minutes environ. Ok, très bien, merci. Et bonjour à tous. Donc, je n'ai pas trop besoin de faire ma présentation parce que François a déjà bien raconté un peu ce que je faisais. Donc, tout ce que je peux dire, c'est suivez-moi sur Twitter, @emericw. Si vous voulez me contacter, mon mail est ici. Et je commence toujours cette présentation-là par la petite intro sur les robots. Cette photo a été prise au MIT Museum avec Spot Mini, le robot Spot Mini dans sa version ultra bêta où il y avait des fils qui dépassaient de partout. C'est toujours une présentation sur l'IA qui commence par un robot. Voilà, donc cette présentation, ça fait plusieurs années que je la fais. Elle a changé pas mal. La première fois que je l'avais faite, c'était à DEFCON de programmer il y a 5 ans, largement 5 ans. Ah oui, 5 ans, ouais. Donc c'était l'avènement des robots artistes. Voilà, mais l'idée, c'était de montrer un peu les premières IA génératives. Et donc je l'ai mis à jour et il y a plein de choses, plein de nouvelles choses qui sont arrivées depuis. Mais je vous refais une petite intro quand même. Donc sur les IA génératives. Donc première, comme j'ai 40 minutes et j'ai beaucoup de choses à raconter, je ne vais pas vous faire tout l'historique. Donc je vais démarrer tout de suite sur les GAN. Les GAN, ça c'est les Generative Adversarial Networks. C'est une des IA génératives qu'on connaît, qui est assez utilisée. En français, les réseaux antagonistes génératifs. Ça a été inventé en 2014 par Ian Goodfellow, qui était à l'Université de Montréal avec son équipe. Côté mathématiques, c'est à base de graphes computationnels et de théorie des jeux. Et comme beaucoup d'inventions rigolotes, il y a un petit storytelling sur comment ça a été créé, à lire sur Internet. Et comme beaucoup d'inventions, ça a été inventé dans un bar avec des bières et des gens qui discutaient de réseaux de neurones. Qu'est-ce que c'est que les GAN? Les GAN, c'est deux réseaux de neurones concurrents. Ça colle bien avec justement avec le côté génératif, parce que c'est comme si on avait deux réseaux de neurones, comme si on avait d'un côté un artiste qui essayait de faire de fausses œuvres dans les deux réseaux de neurones, et un autre qui est un critique d'art qui essaye de reconnaître si c'est une vraie ou une fausse œuvre. Voilà globalement comment ça marche. Donc ça génère du contenu.
Un des GAN les plus célèbres, c'est le Style GAN, qui permet de générer des fausses images de visage. Donc voilà un exemple. Là, c'est des vrais faux visages, parce que c'est des vrais visages de gens qui n'existent pas, mais qui ont été créés à partir des personnages de Disney. Donc, on peut retrouver des personnages de Disney sur l'image. Un autre GAN qui est assez connu, qui s'appelle le Cycle GAN, qu'en fait, qui est deux GAN à la fois. Donc là, on a 4 réseaux de neurones, en gros, qui permet de transformer d'un domaine à l'autre. Donc, par exemple, de transformer des photos de paysages en photos de tableaux de Van Gogh, de Monet, etc. De transformer des chevaux en zèbres ou des zèbres en chevaux, c'est super utile, ou des photos d'été en des photos d'hiver. Donc, si je reprends l'historique de cette présentation, c'était un projet que j'avais montré en 2018 sur la DEFCON, qui s'appelait Vincent Van Gogh. Petit jeu de mots évidemment avec les GAN. L'algorithme qui avait été sélectionné, c'était le Cycle GAN. Et les données, c'était en gros mon premier modèle de ML. C'était les tableaux de Van Gogh, d'un côté les photos de paysages de l'autre. On fait tourner ça dans le cloud sur une machine GPU. Et résultat, on a un générateur de tableaux de Van Gogh. On peut transformer des images en photos de paysages en tableau de Van Gogh. Voilà, ça c'était la création. J'avais même fait un petit site qui en parlait avec le générateur de tableau qu'on pouvait utiliser. Donc ça faisait un générateur de tableau de Van Gogh. Je vous montrerai après, mais la première version de Van Gogh, de Vincent Van Gogh, avait son propre compte Instagram et il postait sur compte Instagram en fait les photos tous les jours. Il récupérait des photos de paysages qui étaient transformées en œuvres de Van Gogh et qui étaient postées sur le compte Instagram. Après, on arrive au Transformer. Donc on reste dans le thème des robots, Transformer. Mais là, rien à voir avec les gros robots. On a les Autobots et les Decepticons. Là, c'est un papier de recherche qui date de 2017, qui s'appelle Attention is all you need, qui a été fait plutôt par une équipe de chez Google et qui était plutôt à la base sur un projet pour la traduction. Alors, le transformer le plus connu, on le connaît tous, c'est celui dont Maxime a déjà parlé tout à l'heure, c'est ChatGPT, donc c'est lui qui est devenu connu pour le grand public, par tous. Mais GPT, le premier, GPT qui veut dire Generative Pre-trained Transformer, le premier date de 2018. Donc le premier et le deuxième, c'était open source. Le 2, je vais vous montrer un peu des applications que j'ai faites avec. Et un autre transformer qui a pas mal, qui est moins connu que GPT, mais qui a pas mal été utilisé aujourd'hui, c'est Clip, qui est un visual transformer. Clip, ça veut dire Contrastive Language Image Pre-training. En gros, l'idée de Clip, c'est plutôt de faire de la traduction de texte en image. Et on va voir à quoi ça sert. Les transformers, donc qu'est-ce que c'était en fait à la base? C'est une nouvelle architecture de réseau de neurones avec des encodeurs et des décodeurs. Et donc, comme j'expliquais, c'était plutôt à la base pour faire de la traduction. Parce que le projet de papier de recherche de Google. Et donc, Vincent Van Gogh, dont je vous ai parlé, il avait aussi son compte Twitter. Et du coup, ça me permet de faire une première petite démo. Oui, okay. Donc, Vincent Van Gogh, il a son compte Twitter. Je vous ai expliqué qu'il y avait le générateur de tableau qui transformait des images de photos de paysages en tableau de Van Gogh. L'étape suivante, du coup, c'était de faire un post complet sur les réseaux sociaux. Et donc, la première image qui a été récupérée, l'image de paysage, on a récupéré un texte. Donc là, on trouve une description en texte avec un transformer. Ensuite,
vous connaissez GPT-2. GPT-2, ce que ça fait, c'est GPT en général. Ce que ça fait, ça ne répond pas à des questions en réalité. C'est que ChatGPT était entraîné pour, mais en réalité, ça fait du completion. En fait, ça fait de la prédiction statistique sur la suite de la phrase avec le modèle qu'il a. Et donc, avec GPT-2, j'avais fait avec un petit corpus de poèmes anglais, de compléter en fait la première phrase avec un poème. Et donc, c'était ça à partir de ça qui était constitué les posts de Vincent Van Gogh, c'est-à-dire la première phrase qui est complétée par GPT-2 pour faire un post entier. Et comme dans tout bon post sur les réseaux sociaux, il faut des hashtags. On avait en plus des hashtags qui étaient récupérés par les Cognitive Services d'Azure. Excusez-moi, est-ce Oui. que la technologie a été utilisée aussi pour l'atelier des Lumières à Paris? Ça m'avait fait penser effectivement. Alors, je sais qu'il y a l'atelier des Lumières à Paris, il y avait, des tableaux de Van Gogh géants là, dans lesquels on pouvait se balader. Mais après, je ne sais pas exactement quelle technologie ils ont utilisée. Mais je pense que c'est probablement ça. Donc après, du coup, là, on était passé de l'image à la vidéo. C'est-à-dire que ça permet d'expliquer pas mal comment marchent les GAN en même temps. Parce que j'ai la première image qui était l'image de paysage qui a été transformée là. Et je fais une vidéo en fait avec la transformation du réseau de neurones qui apprend, qui a une autre version de GAN, qui est les VQGAN, qui a été branché avec Clip, dont j'ai parlé juste avant, le transformer. Et VQGAN plus Clip, en fait, ça lui permet de naviguer en fait dans son modèle et de faire de la sélection d'images à partir de texte. C'est comme ça que marche aujourd'hui tous les modèles qu'on voit de texte ou image. Et en fait, là, sur les vidéos, en fait, c'est juste le training du modèle sur une image spécifique. Et c'est comme ça que fonctionnait ce compte Twitter, en fait, qu'on avait du coup des images transformées. Donc ça, c'est les GAN. Ça, c'est 2021, en gros. GAN et Clip qui marchent ensemble. Et on continue notre histoire des IA génératives. Après, on a en 2022, on a les diffusion de modèles qui sont arrivés, qui ont été, qu'on a vu un peu partout. Les diffusions de modèles, c'est toujours moyen de transformer des images. Donc voilà, je vais transformer une image de chat en tigre avec les diffusions de modèles. J'ai fait exactement la même chose que ce que j'ai montré avec le training de Vincent Van Gogh, sauf que là, c'est avec du diffusion de modèles. On transforme les chats en tigres. Mais par contre, l'effet graphique, c'est vachement moins joli. Parce qu'en fait, les diffusions de modèles, ça marche au lieu d'avoir deux réseaux de neurones concurrents, ça marche le training se fait en ajoutant du bruit dans l'image jusqu'à la détruire et après à reconstruire l'image. Et en fait, tous les diffusions de modèles marchent comme ça. Donc après, la génération du bruit est différente, il y a des algos différents. Voilà. Donc ça, c'est les diffusions de modèles. Des diffusions de modèles qu'on voit partout aujourd'hui. Voilà, donc DALL-E de Microsoft, le fameux. Clip, qui faisait partie de DALL-E, était la partie qui avait été open sourcée de DALL-E, mais le modèle de DALL-E n'est pas open source. Alors, d'accord. Donc c'est pas des GAN. Non. En fait, pour l'atelier des Lumières, en fait, c'est une technologie américaine qui lie en fait une centaine de vidéoprojecteurs avec des logiciels qui permettent de mutualiser l'ensemble des projections et de zoomer, de dézoomer à partir de photographies en très très haute définition. Mais c'est des vraies œuvres en fait, donc elles sont numérisées en très haute densité, mais vous n'avez pas de génération automatique. Il n'y a pas de génération d'image en fait. Voilà. Oui, parce que je me rappelais du mouvement, mais effectivement, c'est différent. Oui, du coup, il n'y a pas de... Non. C'était des vraies images, mais mais en fait qui étaient projetées en très grand. Donc voilà, du coup, après la diffusion de modèles, le diffusion de modèles, en fait, c'est dans les papiers de recherche,
c'est moins, la reproduction des images est moins fidèle que ce qu'on faisait avec les GAN, mais du coup, c'est plus efficace, ça va plus vite, et donc c'est pour ça que ça a aussi pas mal marché, parce que du coup, il y a besoin de moins de ressources, et ça marche mieux. Donc, en gros, tout ce qu'on voit autour aujourd'hui d'Ali, de Microsoft, enfin d'OpenAI, Bing Image Creator, qui est Microsoft, Stable Diffusion, dont je vais vous parler juste après, qui est une version open source de tout ça, Midjourney, qui est aussi pas mal connu. Tout ça, c'est des diffusion modèles. Mais on peut aussi faire du coup, aujourd'hui, on a un peu de partout. On peut aussi faire du son et de la musique, puisque il y a des diffusion modèles qui existent pour faire du son et de la musique. Donc, moi, j'en ai juste mis un exemple ici, qui est Refusion. En fait, au lieu de générer des images, ça génère des spectrogrammes. Et du coup, ça fait juste du son, et du coup, on génère de la musique avec. Et il y a aussi des projets qui ont fait du text-to-speech, donc qui font de la génération de voix avec ces modèles-là, et donc notamment Tortoise Text-to-Speech, qui est juste un projet open source d'étudiants qu'on peut trouver sur Internet avec un tout petit modèle qui a déjà des résultats assez impressionnants. Et ça, c'est un modèle en ligne ou c'est du offline, ta techno de TTS? C'est offline, c'est un modèle. Il y a juste à récupérer le modèle, avoir un GPU et le faire tourner, quoi. Mais plus puissant que ce qu'on avait il y a 25 ans. Mais plus puissant que ce qu'on avait il y a 25 ans, absolument. Donc, voilà. Donc j'ai même fait une petite image Docker pour le faire tourner facilement. Il faut retrouver ça sur GitHub si vous voulez en parler. Et donc, une petite démo qui mélange un peu tout ça. Du coup, Maxime a parlé tout à l'heure des embeddings. Stable Diffusion, donc c'est une grosse base c'est un gros modèle open source qui est sorti pour la diffusion de modèles pour faire de la génération d'images, en mettant la description. Mais il y a plein de techniques qui sont sorties après pour du coup ajouter des choses dans le modèle. Et donc, évidemment, je ne suis pas une rockstar, et donc je ne suis pas dans le modèle d'origine, mais il y a une technique qui s'appelle le textual inversion, qui est une autre technique que les embeddings, qui permet pareil de faire du fine-tuning et d'ajouter avec quelques images en fait, de s'ajouter, d'apprendre au modèle à quoi on ressemble, et du coup de créer un token avec son nom dans le modèle. Et donc voilà comment je me suis ajouté moi-même dans Stable Diffusion, et du coup je peux générer des avatars de moi en n'importe quel avec n'importe quel modèle. Ça c'est pour la partie image. Après j'ai utilisé du coup les GAN dont j'ai parlé juste avant pour générer de la vidéo, générer de l'animation, et Tortoise Text-to-Speech dont je parlais juste avant pour du texte. Et donc, ça permet de faire parler. This is where GANs come in. They're a type of AI that can generate realistic images, music, and even text that mimic human creativity. Je la refais. This is where GANs come in. They're a type of AI that can generate realistic images, music, and even text that mimic human creativity. Voilà, donc ça c'est... on mélange tout ça. La génération d'images, les GAN, la vidéo, et ça permet de faire ça. J'en ai généré un tout à l'heure, si ça vous amuse, j'en ai généré un tout à l'heure justement pour la conférence, comme le Meetup. Je sais que j'ai un Meetup, donc j'ai généré un nouvel avatar, juste pour le fun. Et j'ai essayé ça. En fait, la recherche en IA en ce moment, ça va à toute vitesse. Donc, j'ai même pas utilisé Tortoise Text-to-Speech pour la voix. J'ai essayé un nouvel algo qui permettait de faire la même chose. Et donc, me voilà dans Matrix. Bonjour, est-ce que le micro est aligné? Retrouvons-nous ce soir au Meetup autour d'une pizza. Je sais
pas sur Ah, bonjour. Est-ce que le micro est allumé? Retrouvons. Voilà, donc comme quoi on peut s'amuser pas mal avec les GAN, des technos et tout ça. Alors, je continue. Je sais pas où j'en suis au niveau temps. 20 minutes. 20 minutes, parfait. Donc voilà pour le côté This is vidéo. where GANs come in. They're a type of AI that can generate. Voilà. Juste un mot avant de continuer sur la suite, sur les techniques de fine-tuning. Donc Maxime qui a parlé des embeddings. Moi j'ai parlé de la textual inversion, justement, qui permet de faire du coup d'ajouter, de créer, de s'ajouter un token avec son nom dans le modèle sans modifier le modèle d'origine. Et il y a plein de techniques qui sont sorties depuis. Donc ça, je l'ai fait en novembre dernier. Et il y a déjà plein de techniques qui sont sorties depuis, notamment une qui vient de chez Microsoft, qui va utiliser sur ChatGPT, qui s'appelle Laura, qui venait d'un papier de recherche et qui permet aussi de faire la même chose, mais avec encore moins de photos. Il y a Dreamgoose qui est sorti, il y a une nouvelle version qui est sortie avec une seule image. Vous pouvez vous ajouter dans un modèle maintenant avec une seule image de votre visage. Donc c'est passionnant, mais évidemment, ça permet aussi de faire des choses qui ne sont pas forcément qu'il faut utiliser avec éthique. Alors, 2-3 mots sur comment ça marche derrière, comment j'ai monté ça. Ça marche avec des VM d'un côté. Il y a des outils qui s'appellent Azure Notebook, enfin des notebooks Python qu'on peut utiliser dans Azure. Il y a Azure Machine Learning Service qui permet de faire des choses facilement avec ça. Il y a toute la couche de containers qui va dans Azure, qui va aussi avec ça. Pour les bots, les différents bots que j'ai montrés, et les outils de génération, j'ai fait ça avec 2 outils dans Azure, dans la stack Azure. Azure Container Instance qui permet de démarrer des containers très facilement, juste avec, sans avoir besoin d'orchestrateur ou rien en fait, juste avec quelques lignes de code. Et du coup, j'ai fait un micro-orchestrateur qui démarre mon container avec mon GPU pour faire ce genre de choses, avec Azure Durable Function, qui est un framework serverless pour Azure Function, qui permet de faire des patterns stateful. Voilà, donc, si vous voulez plus de détails, je peux toujours prendre pour en parler après, mais on va, du coup, je vais continuer la présentation. Donc, aujourd'hui, je vais aussi vous parler de Azure OpenAI Service. Donc, comme disait Maxime, c'est partenariat avec... enfin, ils ont plus ou moins racheté, on va dire. Voilà. Ils ont mis beaucoup d'argent dedans, donc voilà. Donc OpenAI et Microsoft. Du coup, il y a plein de choses qui sont sorties dans les outils Microsoft, notamment dans Azure. Donc on a dans Azure OpenAI Service, on a des choses pour générer du texte. Donc il y a GPT-3 et ChatGPT qui va arriver, enfin qui est déjà dans le portail mais qui n'est pas ouvert à tous. Il y a Codex. En fait, Codex, c'est un modèle GPT, mais qui a été entraîné spécifiquement sur du code. Donc, si vous connaissez GitHub Copilot, en fait, GitHub Copilot, c'est ça qui marche, c'est le modèle qui est derrière GitHub Copilot, en fait, et du coup, que vous pouvez aussi utiliser via les API. Voilà, et DALL-E, qui permet de générer, qui est un modèle de texte photo image qui permet de faire le même genre de choses que ce que j'ai montré avec les autres modèles. Donc, tout ça, ça marche avec des prompts partout, hein, parce que, effectivement, l'idée c'est d'écrire des prompts. Donc voilà, maintenant il y a les nouveaux métiers, les prompt engineers qui arrivent. Donc, le but du jeu, c'est d'être le meilleur pour écrire le meilleur prompt. Donc avec GPT-3, ça permet très facilement d'écrire du contenu. Codex, d'écrire du code. Donc si vous voulez générer du code, c'est très facile avec ça. Générer des images, donc avec DALL-E. Et puis après, l'interaction avec ChatGPT.
Donc, dans Azure OpenAI Service, on a les deux. On a GPT-3 d'un côté et ChatGPT de l'autre. Il y a des API qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, l'idée derrière, de toute façon, c'est de générer du prompt et d'avoir la création de contenu derrière. On peut utiliser tous les outils LangChain AI avec, donc c'est exactement la même chose, hein, c'est juste que l'API n'est pas la même. Et puis ça permet de faire plein de choses sympathiques. La différence qu'on a entre Azure OpenAI Service et le faire utiliser juste l'API Azure l'API OpenAI classique, bah, c'est qu'en fait c'est votre copie, d'Azure OpenAI. Du coup, le modèle, toutes les données que vous envoyez, ça reste dans votre, en fait, ça reste dans votre souscription à vous, et ce n'est pas, réutilisé par OpenAI d'aucune façon. Donc, ça permet de faire son propre chat GPT, ça permet de faire ses propres modèles. L'idée, c'est que ce soit tout intégré avec vos propres données. Et puis, ça s'intègre dans Azure. Donc, en fait, ça s'intègre du coup avec Azure AD, avec les sécurités d'entreprise, s'il y a besoin que ce soit utilisé sur un réseau d'entreprise spécial. Voilà. C'est ça l'idée. Oui, parce que si on utilise un chat GPT et qu'on injecte nos propres données, elles sont injectées directement. Techniquement, elles peuvent être réutilisées par le modèle. Ouais. Donc ça, c'est une des conséquences aussi qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si vous faites ingurgiter des données qui proviennent de chez vous, elles seront ingurgitées par le système. Donc en fait, vous les offrez en quelque sorte, effectivement, à ChatGPT dans son ensemble. Alors que là, effectivement, et ça c'est c'est un point très très intéressant. Absolument. Vous avez cloisonné les données qui sont utilisées par votre clone entre guillemets de GPT, enfin de ChatGPT à vous. Donc en fait, les données restent vos données et elles sont cloisonnées chez vous. Et ça reste vos données. Donc du coup, voilà. Alors que si on utilise ChatGPT de base, en fait, ça peut être réutilisé par. Enfin, en gros, il ne faut pas mettre ces données confidentielles dans le ChatGPT parce que ça peut être réutilisé. Ça peut se retrouver au final dans le modèle et ça peut. Vos données peuvent ressortir, ce qui serait un peu ballot si vous mettez des données confidentielles. Et du coup, dernière slide à Azure OpenAI. En fait, on a OpenAI Service, donc j'ai montré rapidement ce qu'il y avait dedans. Mais il y a plein de trucs, du coup, avec Azure OpenAI qui vont tourner dans Azure, qui vont permettre de faire des choses avec Azure OpenAI. Donc, on va le retrouver dans plein de trucs Microsoft. Donc, GitHub Copilot, c'était le premier, mais tous les copilotes, on a des copilotes de partout maintenant. Il y a des copilotes pour 365, il y a des copilotes pour Power BI. On va le retrouver partout. Et puis après, il y a d'autres outils un peu pratiques. Je vais vous montrer une petite démo avec. Donc, par exemple, Cognitive Search, qui est un moteur de recherche justement aussi avec une base vectorielle. On a Form Recognizer qui permet de faire de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de texte avec justement des fichiers. Et on a un certain nombre d'autres outils, notamment tous les anciens outils Azure Cognitive Services. Il y a des nouveaux modèles qui sont arrivés. Il y a plein d'API sur la vision, sur le speech, sur le langage, tout ça qui est disponible aussi sous forme de service. Et puis, ce que j'ai montré avant, Azure Machine Learning, qui permet de faire ses propres modèles faciles. Donc, des use cases pour Azure OpenAI, c'est les mêmes que ChatGPT, hein. Sauf que, comme j'expliquais, c'est vos propres données, donc on peut en faire un peu ce qu'on veut. Par exemple, vous pouvez très facilement du coup, extraire des informations d'un texte ou les résumer. Donc, vous lui mettez un gros texte, vous demandez de résumer le texte, il va le faire. Vous pouvez générer des textes. Après, voilà, générer du contenu. Hein. Faire de la traduction automatique. C'était la traduction à la base. Il y a plein de cas d'usage sur Azure OpenAI. Du coup, petite démo. Il y a un playground, en fait. Alors, si vous avez déjà utilisé le OpenAI classique, vous avez peut-être déjà vu ça.
il y a un playground dans l'API Azure OpenAI d'OpenAI. Et on retrouve du coup un playground dans son propre espace Azure OpenAI quand vous avez déployé un OpenAI dans Azure. Ça permet de tester du coup les modèles. Et on a des playgrounds sur lesquels on peut du coup tout de suite tester des choses. Donc là, c'est l'API ChatGPT que j'ai derrière. On choisit son modèle et puis on peut du coup directement essayer tous les exemples qu'il y a que Microsoft fournit directement dans le Playground. Donc il y a deux interfaces. La première interface en mode juste le Playground Completion, avec du coup tous les modèles, tous les anciens modèles OpenAI et tous les nouveaux. Et un autre modèle, qui est un autre Playground, qui est le Playground du coup en mode ChatGPT, sur lequel on peut construire plus facilement ses prompts et qui va vous aider à générer des bouts de code pour faire des petits faire vos propres ChatGPT. Donc là, par exemple, je lui demande de me faire un Shakespeare Writing Assistant. Donc le prompt, c'est vous êtes un assistant shakespearien qui écrit dans le style de Shakespeare. Et donc là, si je lui parle, talk me about YouTube, par exemple, truc complètement improbable, et il va me répondre. Il va me répondre avec un style shakespearien sur YouTube. Pray, tell me what topic would you like to discuss regarding YouTube? The platform is a vast kingdom with many intricates to explore. Voilà, on peut s'amuser à faire des choses sur le sujet. Et là, c'est aussi le but du jeu, c'est aussi d'avoir un outil facile pour faire son code. Et en fait, ça nous génère directement un bout de code pour tester l'API completion et se la mettre dans son texte. Donc ça, c'est pratique pour commencer à faire ses prompts, faire son prompt engineering, tester un peu toutes les API de partout. Ça, c'est le Playground. Dernier truc qu'il faut que je vous montre, voilà. Il y a des modèles, il y a des déploiements, on peut créer autant de déploiements qu'on veut. Moi, j'ai accès en super preview à GPT-4 version 32K. Et voilà. Parce qu'effectivement, après, si vous avez vu les tokens dans le ChatGPT, la ChatGPT de base, c'est 4000 tokens. Donc, on est obligé du coup de limiter un peu ces textes. Avec GPT-4, qui est un peu plus cher, GPT-4, ça va aller jusqu'à 32 000, des tokens de 32 000. Donc, on peut carrément du coup, générer des bouts d'application avec. On peut faire des choses beaucoup plus puissantes du coup, directement avec les tokens. Et on peut passer un input beaucoup plus grand. Du coup, voilà, du coup, on peut passer, beaucoup plus. Et dans sa conversation, on peut passer des conversations beaucoup plus grandes, avoir plus de. Voilà. Donc c'est la nouvelle API. Alors pour l'instant, elle est disponible elle n'est pas disponible sur les serveurs français, sur les serveurs européens. Elle est disponible que East-US. ChatGPT et GPT-4 disponibles que sur les deux. Voilà pour la démo du Playground. J'ai encore des démos sympas à voir. Donc... 7 minutes. 7 minutes. Allez, challenge. Donc, je vous ai déjà fait un peu de use case. Le dernier que je vais montrer, c'est la recherche sémantique. Je vais accélérer sur les slides. Voilà, et puis je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vous ai fait une démo spéciale programmée. On est au Meetup programmé. J'ai fait un GPT programmé. Il est inquiet. Non, j'ai vu la démo, donc ça va. Donc la démo, on mélange encore un peu plus de trucs. J'utilise Azure Cognitive Search du coup et l'API Azure OpenAI. Et donc en fait, j'ai donné à Cognitive Search, j'ai indexé les quelques numéros de programmés que François m'a donné tout à l'heure. Et du coup, petite démo de. Alors le sample, si vous voulez faire la même chose chez vous, le sample il est disponible sur GitHub. Voilà.
Alors, voilà, donc j'ai un chat GPT spécialisé pour programmer. Donc, je- Ton background, t'as fait quoi? alors ouais, c'est du coup ça que j'ai montré, j'ai pas montré la. En fait, du coup, j'ai un un moteur de recherche dans lequel j'ai indexé en fait il m'a donné quelques numéros de programmés, quelques PDF de numéros de programmés, je les ai envoyés dans le projet, je les ai indexés avec. En fait, ça utilise Form Recognizer pour faire de la reconnaissance d'images sur les PDF, la reconnaissance de texte et d'images sur les PDF. Et après, ça indexe tous les bouts des pages dans une base derrière. Et après, quand je fais une recherche, ça fait une recherche, ChatGPT envoie la recherche et utilise ces données-là pour répondre en fait à mes requêtes. Et donc voilà, donc je peux soit lui poser des questions toutes bêtes, hein, en mode quels sont les contributeurs de programmer. Et donc là, il va regarder dans sa base sémantique et il va me retrouver normalement, si tout marche bien, un certain nombre de contributeurs qui ont contribué sur les numéros que j'ai indexés. Donc là, voilà, les contributeurs de programmer sont Pierre Gascoin, Gatien Montreuil, Jérémy Janson, Baptiste Bazureau, Mathieu Touchard, donc il y en a un paquet. Hein. Bruno Boucard, voilà. Moi je me retrouve là. Émeric Vinvac. Voilà. Évidemment, il doit y avoir François Dany quelque part, mais voilà. Non, parce que ça, moi, je ne me mets jamais. D'accord. Mais je vous garantis que c'est vrai, en fait. Et là, à la base, c'est 3 PDF. En Voilà. fait, c'est 3 PDF récents. Donc, en fait... J'en ai rajouté un quatrième. Celui, le dernier où j'avais écrit des articles, je crois, parce que je l'avais sous la main, donc Ouais. j'ai commencé par celui-là, en fait. Ouais. Donc, en fait, plus tu injectes de PDF, mais de données, et plus, en fait, ta base, voilà, du coup, ça permet de faire un chat GPT avec une base immense, en fait, de dépasser largement les limites des 4K ou des 32K. On va faire jusqu'aux 25 ans. Donc voilà, et du coup, je peux carrément avoir une conversation. Question. Oui. Est-ce que dans le magazine, le résultat que nous a donné ChatGPT, est-ce que dans le magazine c'est comme ça? C'est-à-dire que les noms sont comme ça dans le magazine? En fait, l'analyse, elle te permet, en fait, mais il repère les zones. Et comme en fait, c'est un document structuré, non pas non structuré, en fait, ça facilite les recherches effectivement sémantiques. Donc, parce que tu as les noms au niveau des articles, tu as les noms au niveau de l'ours. Donc ça te facilite énormément les sémantiques de recherche. Mais t'as pas une phrase avec écrit tout le Non. comme ça. Non, t'as pas, non. C'est lui qui l'a reconstruit. C'est lui qui l'a reconstruit. Donc là, par exemple, je lui ai demandé parle-moi du magazine programmé, tu vois, il m'a écrit un petit descriptif et il me met en source les numéros les PDF des numéros programmés dans lesquels il a retrouvé ses sources. Je pose une question. Qui est François Tonic? Et ben voilà, je lui ai demandé qui est François Tonic. Il est là. Ça marche, il va te répondre. Hein. Qui est François Tonic? François Tonic est le directeur des rédactions et le rédacteur en chef de programmer. Voilà. Et tu as les sources pour te dire que c'est original. Donc, en fait, Ça, il en dit deux. oui, c'est parce que ça, ce sont les sources. Mais en fait, et ça, c'est super intéressant ce que tu montres, parce que ça montre à la puissance que vous pourriez avoir chez vous avec vos propres données à vous. Donc, plus vous lui faites ingurgiter les données, Voilà. que ce soit structuré ou non structuré, Oui, on absolument. précise. Après, là, les possibilités, elles sont... voilà, quoi. Elles sont énormes. Et donc Eric Botorel est très content. Le député. De qui? Eric Botorel, le député, il a porté plainte à CNIL parce que justement, on lui a dit qu'il était voleur, qu'il avait été meurtrier et plein de choses comme ça. Parce que les données étaient fausses. Oui. Voilà. Comme ils ont récupéré partout, sur le web, et comme il y a des fake, dans l'eau, il y a des fake news, et ben, il s'est retrouvé. Ali, l'idée, c'est quoi là? C'est de faire son propre chat GPT derrière. Parce que C'est vraiment un usage interne. Là. un usage interne pour pas avoir ce genre de problème là. Parce que du coup, là, il cite ses sources. Et en gros, il y a des. Les prompts sont faits pour qu'il y ait moins d'hallucinations. Oui. Question sur les sources, à quel point est-ce que tu peux préciser? Parce que
juste, c'est-à-dire de ce PDF-là? Ou est-ce qu'on peut retrouver la page ou la phrase? Bah là, si je clique sur le PDF, en fait, il va me montrer la page, il va me montrer les sources, il va me montrer la citation de programmer, tu vois. Là, sur le rédacteur en chef, c'est parce que sur cette page-là, il y a marqué rédaction. Là, l'avantage, c'est que ouais, tu as vraiment la pression sur la source. Ah ouais, d'accord. C'est pas juste. Voilà, Non, c'est pas juste. page, c'est la page. Mais ça, c'est là où tu te rends compte de la puissance du truc, mais des possibilités vraiment infinies que Ah tu oui. peux avoir. Voilà, alors qu'est-ce que je peux lui poser une question, une dernière question avant de. Voilà. Ouais. Y a-t-il un article sur les merde. Voilà, bon, bah ça va me faire n'importe quoi. Excusez-moi. Y a-t-il un article sur les fonctions, par exemple? Est-ce qu'il y a un article sur les Azure Functions? On a le numéro que je t'ai. Oui, il y a eu plusieurs articles sur les Azure Functions dans Programmer. Par exemple, dans le numéro 235 de septembre 2009, il y a un article intitulé Azure Functions, les serverless à la portée de tous. Dans le numéro 250 de novembre 2020, il y avait aussi un article intitulé Azure Functions, déployer des fonctions Python, Node. Voilà, donc l'idée, c'est que derrière, bah, tu peux faire un peu n'importe quoi. Et ça, c'est lui qui génère en fait la réponse. Et puis après, il collationne en fait les données. Donc quand tu mélanges tout ça, voilà, quand tu mélanges. Et puis là, tu as directement l'article qui te ressort. Pas mal ça. Est-ce que tu peux demander quel est ton dernier article que tu as rédigé dans le Alors programme? ça marchera pas. Ça marchera pas. J'ai déjà essayé tout à l'heure. Ça marchera pas parce que je pense qu'il n'a pas la notion de dernier. Ouais. Ah. Quel est le dernier article de programmer? Si tu lui demandes le dernier article de programmer, par exemple, il sait pas ce que c'est que le dernier en fait. Ouais, bah oui. Donc pour ça, il faudrait rajouter la notion de savoir ce que c'est que le dernier. Ouais, en fait, une notion de temporel. Mais il n'a pas la notion temporelle en fait. Ouais. Ou alors, cite-moi un article de Émeric. Hein. Bah, il va te le dire. Ça marchera, ça. Cite-moi un article de. Voilà, dans le numéro 256 de février-mars 2023, Émeric Van Wyck a écrit un article intitulé Développer pour première application à Azure avec .NET 6. Ah bon? Oui, bah, je crois que oui. Ouais, c'est génial. Bah, écoute, parfait, très bien. Voilà, il t'a cité un article. Est-ce que tu disais les citations, ça prémunit un peu contre les hallucinations du modèle? Alors, Ça ça prémunit pas complètement, mais en fait, dans le prompt, il y a en plus eu un truc qui lui dit attention, on ne répond que si tu as la réponse. Donc, pour se prémunir encore plus des hallucinations, il faut faire ça. Ouais. Oui. Moi, je veux comprendre comment le modèle est entraîné pour la formulation des réponses, en fait. Parce que, ouais, il y a les mots-clés, mais comment il arrive à dire des formulations, des phrases exactes avec... Ouais, là, c'est le modèle ChatGPT classique. Hein. Il n'y a pas d'embeddings ou de choses en plus. C'est juste qu'en plus, il va chercher, il a en plus accès à une base de données indexée avec des données dedans. Donc, c'est le modèle classique ChatGPT, en fait, que j'utilise là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses en plus en fait. Par contre, j'utilise une base de données en plus et du coup, il se connecte à la base de données et c'est ça et un peu comme ce que montrait. Ouais. Mais pourquoi on n'a pas retrouvé le mot-clé dernier, par exemple Parce qu'en fait, par rapport à la base de données, comme dans le prompt, il va chercher la base de données. En fait, la notion de dernier, il ne sait pas ce que c'est en fait. Il n'a pas de notion de temporalité et du coup, il ne peut pas savoir ce que c'est que le dernier. Si on lui demande le plus récent, il sait peut-être. Éventuellement. Si tu lui demandes ouais, peut-être. Bah, après, c'est vraiment à toi de le coder, en tout cas de repréciser tous les cas possibles que tu peux rencontrer. Et après, c'est une histoire de données et comment tes données sont structurées ou pas aussi. Parce que ça joue aussi dedans, évidemment. Est-ce que c'est possible dans un des magazines, c'est demander si tu as un mot, par exemple, si dans un des magazines, il y a eu un article qui a été considéré contre le programme Unity.
Est-ce que c'est possible de marquer Ah, bah, ça, c'est des mots-clés, donc oui. Ouais, Bah, tu- ça, tu- c'est pas très très cool. En fait, bah, c'est comme si tu faisais un index et qui, Oui, que tu recherches. cite-moi un article sur Unity, il va me sortir Sur ton index, un en article fait, sur Unity. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Alors ça, on l'a fait, mais il y a plus de 12 mois et je pense pas que... Il est peut-être pas dans la base, quoi. Numéro 153, Ah, ouais, vous avez pas dû le trouver parce qu'il doit être marqué dans les, t'as ouais. les anciens numéros, avec l'index des anciens Ouais. numéros dans Ouais, le. tout à fait, ouais. D'accord. Donc voilà. Et l'algorithme, il s'exécute sur Azure, c'est ça? Là, il s'exécute sur Azure. Ouais. Là, tout est dans Azure, là. Tout est dans Azure parce que la démo aussi est dans Azure. Il n'y a que les données en fait qui restent. Tout est dans Azure. En fait. Tout est dans mon espace Azure à moi, en fait. Ouais, c'est facile. En termes de coût, bah, de toute façon, oui. Ah, bah, je ne sais pas si aujourd'hui il y a une Là, cette démo-là, tarification. après, t'es facturé à sur l'API OpenAI. Ouais. Donc ça facture effectivement au mot à la requête. En fait, là, ça facture de plusieurs trucs, parce que comme j'ai utilisé ça facture Cognitive Search, j'utilise le free tier, donc là, c'est gratuit. Mais c'est pareil, si tu veux t'en servir de façon un peu plus industrielle, ça coûte de l'argent. Azure OpenAI, bah, ça coûte. Normalement, il y a un coût à l'API aussi. Et puis après, bah, c'est pareil, il y a un coût de storage, il y a un coût de il y a un coût de front-end. Tu as Voilà. un coût de token, tu as un coût de texte ADA, de texte query, d'Avanci, etc. Donc en fait, selon le type de requêtage ou de données, Ouais, ça coûte de l'argent. le tarif n'est pas le même. Et ça coûte en plus en fonction du token. Ça s'accumule, hein, évidemment. Ouais. Plus tu envoies de tokens, plus c'est cher. Voilà. Oui, quand même, un exemple des prix, notamment Ouais, token. ouais. Alors, Pour 1000 chaque tokens, démo, c'est un prix standard. Donc ça, c'est voilà. Et après, tout ce qui est texte dédié, c'est en plus. Je prends un texte query, c'est 0,002 cents de dollars. Voilà. Voilà. Pour donner un autre ordre de grandeur, moi, en un mois, en jouant avec, donc je dois passer 7 heures par semaine dessus, à la fin, je paye $1 sur OpenAI. J'indexe pas non plus des quantités, mais pour des petites applications, on est sur ce genre de grandeur-là. Ouais. Et après, évidemment, vous allez avoir des volumes, soit de data, de grosses créations dans les lignes, ou de volume d'utilisateurs qui posent des questions. Ouais. Là, ça va être proportionnel à la fin. Et si vous voulez créer une petite app avec peu d'utilisateurs journaliers, c'est pas ce qui va vous coûter le plus cher. Et les prix vont baisser aussi. Il va y avoir des nouveaux modèles, les anciens vont baisser. Oui, par exemple, aujourd'hui, GPT-4 est rentré dans le truc, enfin, il est en preview. Ouais. Et GPT-4, par exemple, est plus cher est nettement plus cher que GPT-3.5 en fait, que GPT. Ouais. Et aussi parce que GPT-4, tu peux mettre beaucoup plus de tokens et voilà. Ah, là, je prends un autre exemple. Si vous générez des images avec DALL-E, donc vous avez droit à des packages de 100 images, ça coûte $2 par tranche de 100. Donc ça, c'est les tarifs officiels. Et vous avez droit à 14 requêtes gratuites dans ce service-là, alors que dans le Bin Image Creator, c'est gratuit. Par contre, il est extrêmement lent. Mais c'est gratuit, mais c'est super lent, par contre. Ces chiffres sur DALL-E, c'est en passant par l'API? C'est les chiffres officiels d'Azure OpenAI Service Pricing. D'accord. En passant par le service, parce que quand tu passes par l'interface web, ils te vendent 115 crédits pour $15. Ouais. Donc c'est plus cher. Ouais. Et tu as l'interface. Voilà. Parce que là, es vraiment, tu passes vraiment au niveau API, là, en fait, à ce niveau-là. Okay. Donc, calculez bien, en fait, selon vos besoins. Mais comme tu dis, des petits besoins, ça, c'est peanuts. Par contre, quand vous allez vraiment utiliser des très, très gros volumes où vous générez énormément de tokens, ça se calcule. Quand on utilise l'API d'OpenAI, vous avez un montant max que vous pouvez utiliser, donc ça s'arrêtera avant que vous dépassiez. Je vous fais une petite sécurité, parce que comme ça peut vite monter. Je ne sais pas s'il y a la même chose dans Azure pour cette API-là, ou c'est que comme dans... j'ai pas essayé, mais je pense que... en fait, tu retrouves les mêmes fonctionnalités que tu as dans l'API OpenAI dans
Dans le reste des services Azure. dans le reste des ouais, services Azure. Donc, ouais. faire un peu gaffe. Alors, j'ai pas regardé, mais je pense que tu dois la voir dans le. J'imagine là, quelque part dans le Dans les services de billing, en fait, il faut aller service voir de ça. billing, ouais. Ouais. Soit dans le portail, soit dans le portail ici, soit dans. T'as un pricing tier, donc je pense que ça se met dans le pricing tier ici. C'est vrai que ça peut aller très vite après. Ouais. Les factures, bon, Azure, enfin, que ce soit Azure ou autre. Hein. Alors Azure, de toute façon, tu peux mettre, c'est pareil, tu peux mettre un cap, ça dépend sur ce que tu dépenses, mais ouais. Merci beaucoup. Je pense que ça conclut notre meet-up de ce soir. J'espère que ça vous a plu. Alors, on vous a entrouvert juste la porte, mais au moins, ça peut vous montrer vraiment toute la puissance de la chose. Et c'est pas fini, et c'est très très loin d'être fini. Il ne faut pas en avoir peur, hein, parce que la technologie est là, donc autant en profiter, autant maintenant l'utiliser. Maintenant, on verra un petit peu vers quoi ça va aller. Maxime, merci à toi. Merci de nous accueillir encore une fois. Émeric, merci pour ta présentation. Donc, les GitHub et tout sont accessibles. Donc, ça, tu m'enverras et puis on fera une news. La vidéo du Meetup sera évidemment disponible dans les prochains jours. Voilà. Un grand merci à vous et on va clore le Meetup. Voilà. Alors, juste